Bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau pour animer cette table ronde sur l'emploi. L'emploi qui est un sujet passionnant. C'est le sujet qui est au cœur du réacteur de chacune des entreprises. Les talents, c'est effectivement la force vive. C'est la création de valeur de toutes nos entités, de toutes nos entreprises. Et je suis ravi d'avoir avec moi ici en plateau un formidable parterre de dirigeantes pour parler effectivement des talents. D'abord, Aurore Daumont, présidente de Figaro Média. Isabelle Rouen, présidente de Colibri Talent. Et Marine Kuda, qui est en duplex avec nous de Suède, qui est responsable ressources humaines, organisation et développement, et qui a le plaisir, la chance d'être en Suède et qui télétravaille pour le groupe Prisma Media France et qui a déjà mis à l'épreuve, je dirais, le télétravail depuis pas mal d'années, télétravail que nous on subit de manière ardue depuis quelques années et qui elle, depuis quelques mois, et qui elle le vit depuis quelques années. Donc, nous sommes tous ensemble ici pour parler des enjeux de l'emploi, et Dieu sait qu'à l'heure actuelle, il y en a énormément. D'abord, effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le média presse est un des médias les plus anciens existants. C'est un média, pour une petite page d'histoire, qui a été créé, existe depuis 1605. C'est le premier périodique imprimé au monde qui est un journal de 4 pages intitulé Relations et qui fut lancé à Strasbourg par Jean Carolus. Voilà, c'en est fini de cette petite page d'histoire, mais ça, en tout cas, ça nous montre effectivement que c'est un des médias qui a un grand vécu et qui a énormément évolué et s'est transformé au fil des années, avec effectivement un certain nombre d'enjeux que nous allons traiter lors de cette table ronde. D'abord, un état des lieux du secteur, de l'emploi dans l'univers de la presse, comprendre en fait les dynamiques qui animent finalement l'emploi dans l'univers de la presse, comprendre aussi les impacts et je dirais les implications des entreprises de par la Covid et toute cette crise sanitaire qui nous touche à l'heure actuelle. Parler également des diversités qui sont au cœur des entreprises aujourd'hui en termes d'attention et au-delà des paroles, de mise en œuvre concrète et factuelle. Et enfin, dernier point, c'est comprendre aussi comment le secteur accompagne ses collaborateurs pour les mettre dans les meilleures conditions de performance et d'épanouissement personnel. Et je vais commencer tout de suite avec Aurore pour que vous puissiez nous dire si effectivement la presse est selon vous un secteur qui est sinistré ou has-been de par son historique ou antériorité. J'ai envie de dire que c'est un peu tout l'inverse. Je crois que le secteur de la presse a absolument rien à envier à aucun autre média. C'est un secteur qui est très dynamique en termes d'emploi. C'est aujourd'hui 50 000 personnes qui travaillent dans l'univers de la presse, avec un maillage très large, puisque ça va de l'industrie avec les imprimeries jusqu'à la distribution, en passant par le monde du journalisme, et aujourd'hui énormément de digital. Donc moi, au contraire, je me réjouis de la santé qui est toujours challengeable, surtout avec une année difficile, mais c'est un secteur qui se renouvelle sans cesse. Je pense que c'est un des premiers secteurs des médias qui a été impacté par le digital, donc il y a l'habitude de la transformation. Le deuxième point, c'est une jolie journée aujourd'hui, parce que c'est la publication des résultats What Next. Et on voit à quel point les marques sont fortes. Je vais vous prendre 2 exemples. Pardonnez-moi, le Figaro, mais 27 millions de lecteurs. Donc, beau marché serait fier de nous. Et puis, ce magnifique groupe qui nous reçoit aujourd'hui, le groupe Les Échos. On a la chance, quand on arrive dans le studio, de voir la une du Parisien en août 44, Paris libéré, magnifique. Et en même temps, on est dans un studio vidéo et on diffuse cette émission. Donc je crois que c'est une belle preuve de transformation. Donc en termes d'emploi, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire plein de choses dans la transformation de nos métiers et particulièrement de nos régies, je devrais dire. Donc en fait, on peut concevoir un peu 3 grands piliers qui accélèrent notre transformation. Premier sujet, c'est évidemment la transformation de l'usage des audiences. Donc dans nos métiers, on est très drivé par le parcours touchpoint, comme on dit maintenant. Mais c'est vrai que ces audiences qui deviennent omnicanales, ça nous oblige, nous, en effet miroir, à pouvoir adresser ce sujet. Évidemment, la transformation de nos groupes, c'est un paysage qui se recompose beaucoup.
Je crois que la preuve de son dynamisme et du fait qu'il n'est pas has-been, c'est la convoitise de nos grands géants industriels qui sont toujours à l'avant-garde des investissements et ça nous réjouit. Et c'est aussi important parce que c'est à la fois des stratégies de diversification de nos groupes, mais aussi des stratégies d'acquisition et donc pour nous, Régie, d'intégration. C'est-à-dire comment ensuite, Régie ou groupe d'ailleurs, on intègre ces nouveaux groupes au sein des nôtres. Et c'est vrai que Prisma est un modèle du genre aussi. Et puis, évidemment, au sein de tout ça, les commerciaux. Et aujourd'hui, on a à la fois des compétences qui sont de l'ordre je qualifierais de médiacentrique, donc être en capacité de bien expliquer les audiences et toute la diversité des audiences, et puis des domaines qui sont plutôt de l'ordre du client-centrique. Et donc l'intégration de beaucoup de nouvelles compétences, de l'ordre du planning stratégique ou autre, je sais qu'on reviendra sur le sujet, mais ça veut dire qu'après, tout ça doit être cohérent, et tout le monde doit travailler ensemble, de manière rapide et simple, et on sait à quel point le rapide et simple est un véritable challenge dans toutes les entreprises, y compris la nôtre. Merci Aurore. Isabelle, des éléments de dynamique à partager avec nous sur le secteur de l'emploi ? Oui, bien sûr, bien volontiers. Alors, on a vécu tous une année 2020 finalement assez chahutée, avec 8,7 millions de personnes qui ont été mises en chômage partiel en France et une baisse des déclarations préalables à l'embauche, ce qui est quand même l'indicateur des créations d'emplois, une baisse de 24% sur l'année 2020. Donc, une année 2020 très contrastée et pourtant, il y a vraiment des besoins très forts. Aujourd'hui, il y a 80 000 postes non pourvus chaque année en France dans l'industrie numérique. Le numérique est le premier secteur qui recrute et la presse, dans ses enjeux numériques, fait vraiment partie de tout ça et a sa part à jouer là-dedans. Et le deuxième point, c'est qu'il manque 900 000 codeurs au niveau européen. Donc il y a un vrai challenge et des vrais besoins métiers. Et moi, c'est ce que je vois au travers du cabinet Colibri Talent, dans les discussions que je peux avoir avec mes clients. Ce que 2020 a changé et ce que la période compliquée, chahutée qu'on vit a changé, c'est que c'est plus exactement les mêmes besoins métiers. D'une part, il y a besoin de grands commerciaux, vous en avez parlé Aurore, des commerciaux très stratégiques qui peuvent aller rechercher de la croissance. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, des postes digitaux, parfois assez techniques, des postes d'infrastructure basés sur les systèmes d'information. Et moi, j'ai l'impression que la presse est de plus en plus attractive, les marques médias sont attractives, et je vois aussi la mobilité sectorielle, notamment des profils agences qui rejoignent les groupes de presse et les très belles marques médias. Cette transformation, cette nouvelle organisation amène à forcément des nouveaux modèles économiques, en tout cas des changements ou des transformations de modèles économiques. Qu'est-ce que ça implique, Aurore, en termes de posture RH ? Alors, ça implique beaucoup d'investissements et puis beaucoup de complexité. Alors, c'est ce qui rend ce métier aussi passionnant. Aujourd'hui, dans les choses que nous avons à commercialiser, nous, on synthétise ça autour d'une petite baseline. Écoute, écrit, diffuse et mesure. Donc écoute, et aujourd'hui il faut qu'on soit absolument en capacité de donner des conseils sur l'activation de nos audiences, donc de plus en plus de data, de plus en plus de planning stratégique. C'est vrai qu'on parle souvent des commerciaux, mais nous on recrute aussi beaucoup en back-office. Le deuxième sujet c'est écrit. Donc, de plus en plus de stratégies tournées sur le contenu. C'est vrai que nos métiers sont à la fois de formidables diffuseurs de publicité classique, mais aussi, de par la richesse des contenus éditoriaux, nous sommes de plus en plus sollicités sur notre capacité à éditorialiser les contenus pour les marques. Donc, des directions de la rédaction d'un point de vue publicitaire, des rédacteurs, des chefs de projet. Alors, par moment, on pourrait penser que ça s'apparente à des compétences d'agence, mais en fait non, parce que c'est vraiment une spécialisation sur l'écriture. Et donc, en ça, c'est assez différent. Diffuse. Et là, c'est vrai que les formations sont, je pense, un point clé. On parle souvent de recrutement. Je crois que la formation est tout aussi importante que le recrutement. Donc, nous, on s'attache à avoir des collaborateurs toujours, évidemment, curieux, et vous en parliez, mais je crois aussi confiants. Et donc, notre travail et notre mission sociétale, c'est aussi d'accompagner cette transformation des entreprises en étant toujours dans cette veille de la formation, en particulier sur ce point-là. Et puis, mesure, donc un poids au sein de nos entreprises, du marketing de plus en plus fort, et donc de la technologie, du marketing, des commerciaux très polyvalents, beaucoup de formation, beaucoup de recrutement. On voit à quel point c'est large et intéressant. Je crois aussi que ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est nouveau pour nous, c'est qu'en termes de recrutement, nous sommes en concurrence
avec des acteurs qui ne sont pas les acteurs publishers natifs. C'est-à-dire que nous, en fait, vous en parliez, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut débaucher quelquefois des collaborateurs qui sont chez Google, chez LinkedIn, chez Twitter, et donc en quoi on est plus intéressant qu'eux? Alors, je rassure tout le monde, c'est pas financièrement que ça se joue, mais sur d'autres critères, je crois que c'est très important. Et puis après, il faut articuler tout ça. Donc on a un gros travail du management sur la cohérence et l'articulation pour éviter ce qu'on appelle l'effet de silo, c'est-à-dire ne pas avoir plein de micro-entreprises avec plein de micro-spécialités, mais par contre un effet réseau, et donc tous travailler dans le même objectif et le même sens, et donc beaucoup de temps passé à l'explication et à la mission d'entreprise, d'où les plateformes de marque et les stratégies de communication de nos groupes. Passionnant. Donc entreprise innovante, apprenante, attirante. Oui. Marine, est-ce que, et pour le coup chez Prisma, on est aussi très acteurs sur ces sujets-là, dans ce métier qui se réinvente et qui bouscule les organisations sans cesse, est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques éléments de votre vécu au sein de Prisma ? Bien sûr. Alors effectivement, à Prisma Media, on s'est donné cette mission de rendre la vie des Français, Françaises plus belle. Et pour ça, il faut qu'on s'adapte, qu'on adapte nos savoir-faire. Vous en parliez, Aurore et également Isabelle. Forcément, déjà, s'adapter à nos clients qui sont les lecteurs, s'adapter en termes de contenu, en termes de format, et donc professionnaliser, recruter les bonnes expertises. Aujourd'hui, on a 7 studios à Prisma Media. C'est pas un studio pour toutes les marques, mais c'est bien un studio avec son identité et ses besoins propres. C'est également le cas dernièrement sur l'audio qu'on professionnalise avec une application dédiée, avec une équipe dédiée en interne qui est AudioNow. Donc c'est ce premier axe, ça veut dire de pouvoir adapter nos savoir-faire, faire monter en compétence nos équipes, d'abord et avant tout pour s'appuyer sur nos collaborateurs, et puis également aller chercher ces expertises qu'on n'avait pas l'habitude jusque-là d'aller rechercher et attirer. Le savoir-faire, il a aussi évolué, je dirais, par l'accompagnement et l'accompagnement peut-être de nos clients publicitaires, agences, annonceurs, avec des métiers qui vont couvrir depuis la stratégie du contenu, le plan média, jusqu'au support en lui-même qui va être proposé. Et puis en dernier, et pas des moindres dernièrement, qui dit un secteur qui se réinvente, c'est aussi un secteur qui va chercher de nouveaux business models pour s'enrichir et donc de pouvoir créer des équipes qui travaillent en réseau. Je me permets, je reprends votre expression, Aurore, qui vont travailler en réseau pour amplifier nos marques avec des nouveaux services, avec des nouveaux événements. Et là, c'est quand notre corps métier va venir à la fois soutenir cette exploration de nouveaux services, mais aussi cette exploration se nourrir de ces savoir-faire qui ont fait notre marque et notre presse. Donc, je dirais que c'est ce premier enjeu, on se réinvente parce que nos savoir-faire s'adaptent au quotidien. Et puis j'ai aussi une autre conviction et qu'on travaille aussi et promeut beaucoup à Prisma Media, c'est aussi un changement dans le savoir-être. Changement ou même renforcement, c'est-à-dire que dans un monde où on va chercher de nouveaux business, où on va vouloir chercher de nouvelles opportunités éditoriales également, on va avoir besoin de développer sa prise d'initiative individuelle. Ça veut dire aussi managérialement déléguer, faire monter à son compétence pour permettre à tout un chacun de pouvoir avoir cette marge de manœuvre. Donc toute cette responsabilisation-là est travaillée. Et puis travailler en réseau, c'est clé, mais c'est malheureusement pas inné. Et donc de pouvoir travailler aussi son impact et son influence, aussi bien en interne, c'est-à-dire qu'en tant que manager, historiquement, on monte un projet, on le propose à son manager, ça remonte la ligne hiérarchique et c'est validé. Mais à un moment donné, on a besoin d'avoir d'autres parties prenantes, d'aller chercher ces nouveaux métiers, d'aller chercher ces métiers historiques et de travailler collaborativement vers l'objectif commun. Et donc, la notion d'impact et d'influence, c'est quelque chose qui est fortement marqué chez Prisma Media depuis 2 ans et qui fait partie des compétences managériales qu'on attend, à savoir créer son réseau et identifier ses bons partenaires à la fois en interne et en externe également dans notre écosystème global pour atteindre ces objectifs.
Il y a un truc génial à ce titre, si je peux me permettre, c'est finalement le Covid. Parce que c'est vrai qu'on l'accuse de beaucoup de mots et on a bien raison. Mais il y a aussi des choses qu'on a appris à faire pendant le Covid. Et c'est vrai que toute cette dynamique de communication par l'intermédiaire maintenant des Skype, Zoom et autres amis, ça nous a permis de développer des plans de formation beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Donc pendant le premier confinement, la première chose qu'on s'est dit, c'est on va profiter de ce temps pour former les équipes. Et il y a quelque chose de magique, c'est que vous pouvez former toute l'entreprise sur le même sujet en un temps donné. Parce qu'auparavant, vous n'imaginiez pas. Donc ça, c'est le premier point, la formation, vous pouvez beaucoup l'accélérer. Et la deuxième chose, c'est le travailler ensemble. Parce que si vous ne travaillez pas ensemble, par contre, là, la boîte ne fonctionne pas. Et voir c'est pire. Mais là, comme vous pouvez mettre un nombre infini de personnes dans la réunion, alors évidemment, il ne faut pas exagérer, mais ça vous permet de faire des workshops dans lesquels le sujet n'est plus « oh ben là, on est déjà 4 », mais qui va apporter sa pierre à l'édifice. Et ça donne une dynamique globale très forte, en fait. Alors on est effectivement touchés tous de plein fouet par cette crise du Covid qui a effectivement bouleversé, je dirais, le mode opératoire des entreprises, le mode opératoire de chacun d'entre nous, avec quelque part le télétravail qui, on va dire, d'un phénomène très conjoncturel est en train de devenir quelque chose de très structurel. Alors justement, pour continuer avec Marine qui, pour le coup, le vit au quotidien depuis plusieurs années, alors quels enseignements et quels, je dirais, retours d'expérience vous avez sur, la mise en place du télétravail de manière historique et depuis peu plus régulière même et généralisée au sein des équipes Prisma? Oui, alors à Prisma Media, le télétravail, c'était déjà un mode d'organisation depuis 2016 qui était proposé aux collaborateurs. Mais effectivement, le Covid a apporté ce constat qui est d'une part, c'est plus un nice to have, c'est vraiment un must dans un monde où on a des demandes déjà des jeunes générations qui arrivent de pouvoir être plus dans la mobilité. Et on a aussi un monde où on peut réaliser son travail à distance. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de penser le télétravail dans l'entreprise pour répondre aux demandes de nos collaborateurs, les attirer. Le deuxième axe, c'est que ça nécessite, mine de rien, une anticipation ou du coup une réaction avec le Covid. Un peu d'organisation. Voilà, mais sur les investissements, en fait, investissements informatiques. C'est-à-dire qu'on a très bien vu le 16 mars 2020, les entreprises qui avaient anticipé les investissements et celles qui ont dû réagir, et là, c'était difficile, et j'entends effectivement la difficulté. Donc, c'est vrai qu'à Prisma Media, ayant anticipé depuis 2016, on avait des équipements informatiques, on avait des serveurs, on avait des applications internes qui étaient disponibles à distance. On a eu forcément de l'accompagnement parce que on est passé d'un mode ponctuel à un mode structurel. Donc de l'accompagnement des managers. Comment est-ce que j'anime mon équipe à distance? Comment est-ce que je fais en sorte que tout le monde aille bien? Une résurgence du besoin de se dire, j'ai pas seulement besoin de voir toute mon équipe d'un coup, mais en fait j'ai besoin de voir chacun individuellement pour savoir où est-ce qu'on en est, quelles sont nos priorités. Comment est-ce qu'on s'organise collectivement? Quel est notre objectif commun? Et est-ce qu'on a tous compris la même chose? Donc, sur le télétravail, je dirais qu'il y a effectivement, il y avait cet investissement fort, mais il y a aussi ce troisième sujet que je commence à aborder du lien dans l'équipe. C'est-à-dire que la situation d'un télétravail structurel amène à repenser aussi la question du lien de la culture de l'entreprise. On passe de l'expression je travaille chez Prisma sur le site de Gennevilliers, sur le site de Paris, à je travaille pour Prisma Media. Et donc, on passe d'un lien très fonctionnel, je travaille chez, j'ai une mission précise, à je travaille pour un projet, pour une valeur, pour un objectif, pour une marque, exactement, pour une rédaction qui parle et qui me parle et qui fait écho. Et c'est la raison pour laquelle, typiquement, je vais choisir Prisma Media et pas un Google ou un LinkedIn, où je vais choisir, je me permets, je prends l'expression, parce que j'en parlais tout à l'heure, vous en parliez tout à l'heure, Le Figaro plutôt qu'une autre marque. Donc, c'est ça aussi qui va devoir être repensé. Qu'est-ce que finalement le marché du travail devient et qu'est-ce qu'on a envie
nous, en tant qu'entreprise, Prisma Media en l'occurrence, de faire vivre comme expérience à nos collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire rendre la vie des Français plus belle quand je suis product owner? Qu'est-ce que ça veut dire rendre la vie des Français plus belle lorsque je suis rédacteur? Qu'est-ce que ça veut dire rendre la vie des Français plus belle lorsque je suis brand manager, etc. Donc, de pouvoir se réapproprier aussi ce message, chacun à son niveau, et puis apprendre cette nouvelle compétence que demande le télétravail, mine de rien, et notamment quand on est en mode Covid, de faire savoir ce qu'on fait, faire savoir ce sur quoi on peut aider, faire savoir son expertise, créer le lien. Et ça, c'est vrai que c'est un enjeu aujourd'hui qu'on a dans les entreprises, de continuer à créer des événements et des moments de partage, surtout transverses, pour désiloter au maximum là où le télétravail peut beaucoup resiloter dans les équipes. Il y a aussi des grands défis. Ouais. Alors justement, au niveau des grands défis, est-ce que Isabelle, dans les nouvelles tendances de recrutement, est-ce qu'il y a des éléments qui se dégagent dans ce contexte très chahuté? Alors oui, il y a des nouvelles tendances, parce qu'en fait, il y a une différence entre le télétravail à 100% subi et le télétravail choisi 1, 2, parfois 3 jours par semaine. Et c'est vrai que je dirais que c'est moitié-moitié. Vous avez des collaborateurs qui sont très contents d'être à temps complet en télétravail, mais pour une grosse moitié des effectifs, le télétravail permanent pose un problème notamment de sentiment d'appartenance à l'entreprise. Moi, je le vois, on a parlé un petit peu des GAFA tout à l'heure, les GAFA ont décidé depuis mars 2020 et a priori jusqu'à horizon décembre 2021 de laisser tous leurs effectifs en télétravail dans tous les pays, et c'est vrai que ça pose des vraies questions. Moi, je vois des candidats issus de ces groupes et de ces plateformes qui aujourd'hui sont prêts à changer et à partir en mobilité pour retourner dans un métier où ils voient des gens régulièrement et pas simplement au travers d'un écran. Ils sont même prêts à baisser leur salaire pour cela. Donc c'est vrai que c'est une tendance qui est nouvelle, qui émerge. Pour l'instant, c'est encore un signal faible, mais je pense que ça va s'accentuer et qu'il y a un vrai enjeu autour de ça qui peut être une opportunité aussi. Oui, alors justement, il y a des enseignements très forts. Oui, il y a des enseignements très forts. Nous, on avait mis en place un accord de télétravail avant le Covid. Donc on avait déjà expérimenté, et c'est important parce que tous les collaborateurs, comme vous le disiez, ne réagissent pas du tout de la même façon au télétravail. On a l'impression que tout le monde veut du télétravail. Mais en ce moment, moi, je suis quand même beaucoup plus sollicitée par des collaborateurs qui veulent revenir et qui me disent non, mais par pitié, est-ce que je peux revenir 2 jours et pas une seule journée? Donc bon, compte tenu des règles sanitaires, évidemment, on est très prudent comme tout le monde. Il y a plusieurs sujets. Il y a quelque chose auquel nous, on attache beaucoup d'importance chez Média Figaro, c'est l'individu. C'est-à-dire que assez rapidement, dans le télétravail, ce qui ressort, c'est un peu la to-do. C'est-à-dire que vous avez des nouveaux KPI qui sont plus que des KPI de productivité et d'efficacité. Et la personne, si vous ne faites pas attention, elle pourrait passer derrière ce KPI de productivité. On a tous en tête dans nos entreprises des gens qui mettent beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur, qui mettent de l'ambiance, qui créent ce fameux lien social dont on parlait. Et c'est par ce lien social qu'arrive la créativité. Et l'idée à laquelle vous n'avez pas pensé, elle ne se génère pas par, on va dire, anticipation d'une réunion en disant aujourd'hui on doit avoir une nouvelle idée. C'est pas toujours, ça peut, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc il faut faire très attention à préserver l'individu avant la fonction et ce qu'il produit. Et puis après, il faut mettre en place des systèmes qui permettent de créer de la productivité, mais surtout de la créativité. Parce que pour rebondir sur le début de notre discussion, nous sommes dans des médias qui doivent sans arrêt se réinventer, avec une pression très forte des agences et des annonceurs sur le never done before, mais aussi des nouvelles façons d'aborder les audiences. Et donc, la créativité est un énorme moteur chez nous. Donc, nous, on met en place beaucoup de choses là-dessus, mais je crois que la principale chose qu'on est en train d'étudier, c'est complètement revoir le lieu de travail. Donc, d'abord parce que vous n'avez pas besoin du même nombre de mètres carrés. L'idée, c'est pas forcément de faire d'avoir moins d'espace, mais plutôt de l'utiliser pour que le lieu de l'entreprise soit un lieu à la fois d'attachement à l'entreprise et d'expérience. Et il faut que ce que vous venez faire au bureau, ce ne soit pas la même chose que ce que vous faites chez vous. Donc si c'est pour faire un Skype avec des clients, vous pouvez peut-être le faire avec plus de confort chez vous. Mais si vous devez réfléchir sur un brainstorm pour répondre à un pitch, vous devez le faire sur un lieu qui soit propice à ça. L'écueil aussi qu'on rencontre et où on passe beaucoup de temps chez Média Figaro, c'est l'intégration des nouveaux et des jeunes. C'est très difficile de les intégrer par le biais du télétravail. On se rend compte, alors quelque chose d'évident, mais à quel point une grande partie de la courbe d'expérience que l'on a se fait par capillarité en quelque sorte.
C'est parce que vous voyez la personne en face de vous, comment elle appelle, qu'est-ce qu'elle dit, comment elle répond, que vous apprenez des choses. C'est particulièrement vrai chez les jeunes. Et puis, on a souvent la chance de pouvoir télétravailler de chez soi. Mais le télétravail, c'est aussi de la solitude. Et chez les jeunes générations, quand ils sont tout seuls, parce que pas forcément en couple, dans un appartement qui quelquefois est particulièrement petit, en fait, c'est compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'ils se sentent à la fois pas complètement intégrés dans l'entreprise et ils retrouvent pas cet aspect très confortable du télétravail. Donc vraiment, je pense que le télétravail, il faut un socle pour tout le monde, parce que c'est juste formidable ce qui nous arrive. Mais en même temps, il ne faut pas du tout minimiser l'impact du être ensemble et l'impact de la force de l'entreprise. C'est-à-dire que, oui, travailler pour Média Figaro, mais travailler chez Média Figaro, c'est peut-être quelque chose qui fait que quand on est aussi sollicité par une pression, alors je ne voudrais pas diaboliser les GAFA, mais les startups qui veulent débaucher chez nous, parce qu'on forme beaucoup les gens, eh bien, s'ils ont un sentiment très fort d'appartenance avec l'entreprise, je pense que ça évite d'avoir à former sans arrêt pour qu'ils aillent exercer leur talent ailleurs, ce que nous ne souhaitons pas. Voilà. Très bien. Donc le télétravail, effectivement, c'est une tendance qui va de toute façon perdurer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est formidable. Oui, tout à fait. Donc à garder et à faire évoluer effectivement de manière dosée, parce que c'est un élément aujourd'hui qui est une condition sine qua non pour les jeunes générations. Alors il y a une autre dimension qui est aussi une dimension qui devient de plus en plus importante, pas que pour les jeunes, mais qui se généralise, c'est la notion de diversité. Alors Isabelle, est-ce que sur la diversité, vous pouvez nous donner un petit peu des éléments de contexte pour fixer un petit peu le sujet? Bien sûr, avec plaisir. En fait, il y a 5 grands types de diversité. Il y a le genre, les générations, l'origine sociale et culturelle, le handicap et l'orientation sexuelle. Donc quand on parle de diversité, on parle bien de ces 5 grandes dimensions. C'est bien sûr un enjeu éthique et de responsabilité sociétale d'employeur, mais c'est aussi un enjeu de performance et de performance d'entreprise, en fait. Plus on a une gouvernance qui est diverse, plus l'entreprise va être efficace. Il y a une étude qui est sortie, qui a été faite par McKinsey il y a 2 ans sur 1200 entreprises dans une dizaine de pays. Ils se sont rendus compte que quand on avait des gouvernances qui étaient à parité de genre, on avait une surperformance de 5%. Que quand on avait des gouvernances qui étaient avec les 5 dimensions de diversité que j'ai citées, on avait une surperformance de 15%. Et inversement, dans le dernier quartile des entreprises les moins diverses, on avait une sous-performance de, je crois, 25 ou 27%. Et tout ça pour dire, avec ces chiffres-là, en fait, on met sur des chiffres et on quantifie quelque chose qui est assez logique. Quand on est plusieurs divers autour de la table avec des points de vue qui sont complémentaires et qu'on ne regarde pas par le même bout de la lorgnette, a priori, les décisions stratégiques qu'on va prendre, elles sont plus pertinentes parce qu'elles englobent des points de vue plus riches. Donc c'est là qu'est tout l'enjeu. Et donc la diversité, au-delà de l'éthique, c'est un vrai sujet de performance de boîte qu'on va chercher particulièrement cette année. Merci beaucoup. Marine, c'est aussi un sujet qui est au cœur des préoccupations chez Prisma, et je crois d'ailleurs dans la nature de votre fonction en plus. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Prisma Media, ça fait de nombreuses années qu'il s'engage sur ces sujets de diversité. C'est déjà d'une part un engagement d'entreprise, mais c'est aussi, je développerai là-dessus, un engagement éditorial en tant que média, en tant qu'entreprise de médias. Sur le plan entreprise, Prisma Media est signataire de la Charte de la diversité depuis 2011. Sur le sujet de la parité, je rebondis sur ce que vous disiez, Isabelle, on est aujourd'hui très engagé. On a d'ores et déjà, et c'est quelque chose d'assez remarquable pour le distinguer, un COMEX qui est majoritairement féminin, avec un index d'égalité professionnelle qui en plus permet d'avoir pour toutes les entreprises des critères communs partagés et qui est pour Prisma Media à 94% en 2018. En 2019, on est en train de travailler celui de 2020, donc quelque chose qui est très important pour nous. Comme vous le disiez, une équipe diverse, des idées diverses et forcément du coup une pluralité de Français qui est adressée. Bien sûr. Exactement, tout à fait. Sur le sujet du handicap, qui effectivement fait partie de mes missions, de même que la diversité, on est également très accompagnant et on accorde une importance particulière à accompagner individuellement en fonction des besoins. On n'a pas 2 situations de handicap identiques, on a des besoins différents. On va jusqu'à accompagner également sur les besoins de prise en charge financière qui peuvent avoir lieu sur le plan personnel, parce que ce sont des sujets qui
d'une manière ou d'une autre, vont ricocher sur le quotidien professionnel de la personne, que ce soit un besoin matériel, que ce soit un besoin humain ou un besoin de transport dans sa vie quotidienne. Si on est empêché sur ce sujet-là, on est forcément moins performant, moins focus sur les sujets professionnels. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et puis, le dernier volet qui nous semble important aussi à Prisma Media sur la diversité, c'est de s'engager territorialement. Prisma Media, c'est un groupe média français basé à Gennevilliers. Et donc, l'important pour nous, c'est de travailler vraiment en collaboration avec la mairie de Gennevilliers pour accompagner les jeunes qui sortent des établissements de Gennevilliers, leur montrer ces nouveaux métiers. On parlait des métiers numériques tout à l'heure. Pour nous, c'est important de pouvoir recevoir des jeunes collégiennes, et je fais exprès d'utiliser le féminin aussi, d'accueillir ces collégiennes dans nos équipes tech, leur montrer ces métiers techniques vers lesquels elles n'iraient peut-être pas spontanément. Et puis cet engagement d'entreprise, forcément, il se reflète, il s'est toujours reflété dans nos médias. Femme Actuelle est depuis très nombreuses années engagée pour le sujet des femmes, de leur situation, de la parité dans la société et des initiatives féminines. Simone, qui est sortie il y a 2 ans, va s'engager justement sur ces débats féministes. Néon, encore récemment, depuis ce week-end, et les actualités autour de l'inceste se positionnent aussi pour relayer ces témoignages, parler de ces sujets de société et de plus largement d'orientation sexuelle. Donc ce sont des engagements qui sont portés au niveau de l'entreprise, mais aussi dans nos contenus. Et c'est un engagement, je crois, qu'on s'accorde là-dessus en tant qu'entreprise média, qui est important à avoir pour refléter la pluralité des opinions et des points de vue. Très bien. Aurore, c'est un sujet aujourd'hui qui est crucial chez les jeunes. Oui, je crois que c'est un sujet qu'il faut que les groupes médias portent, parce que, comme le disait très justement Marine, la fonction des groupes médias, c'est de faire changer d'opinion et d'arriver à inverser certains courants. Donc je crois que, et d'ailleurs le Covid en ça est une belle preuve, hein, il y a un gros rassemblement des audiences aujourd'hui et ce rassemblement se fait vers les grands médias, que ce soit Prisma, que ce soit évidemment le groupe chez lequel nous sommes aujourd'hui, le groupe Figaro et tant d'autres, tous je dirais même. Et ce travail on doit le faire d'abord chez nous, et en même temps en faire la promotion, et parce qu'on en fait beaucoup la promotion, et c'est ce qu'expliquait Marine très bien, je pense que c'est encore plus facile pour nous de se l'approprier, parce que c'est au cœur des sujets des rédactions. Il y a un sujet aussi qui est très important, en particulier pour les jeunes, c'est tout ce qui gravite autour du développement durable. C'est-à-dire, bien sûr, l'inclusion, le handicap, ça c'est, j'allais presque dire, c'est un peu le début de l'histoire, et de plus en plus, on nous challenge sur le développement durable. Je trouve que c'est bien. Donc nous, on a pris une société EcoDev qui nous accompagne pour la labellisation de l'empreinte carbone, mais aussi parce que ça nous permet en interne de sensibiliser tout le monde sur ce sujet de l'empreinte carbone. Et on voit à quel point les gens sont à la fois responsables et ils sont acteurs. C'est-à-dire que nos rédactions, et les jeunes en particulier, veulent agir et nous disent « mais non, mais alors qu'est-ce que je fais ?» Alors du coup, on fait un workshop en interne très large avec des contributeurs pour embarquer toute l'entreprise. Et chez les jeunes, je pense que c'est un élément, enfin c'est pas je pense d'ailleurs, hein, mais Isabelle pourrait en parler mieux que moi, c'est un vrai élément de choix. Je crois qu'au même titre que le salaire, au même titre que la pérennité de l'entreprise, que les valeurs de l'entreprise, je pense qu'avoir des valeurs d'entreprise qu'on exprime, c'est très important chez les jeunes, mais aussi chez les gens qui sont moins jeunes, chez tout le monde. On a besoin encore plus de sens post-Covid. Et ça nous permet aussi de recruter des publics qui sont plus intéressés par ce côté un peu citoyen qu'ont les grands groupes médias que par d'autres entreprises qui sont certainement plus intéressantes pour d'autres points de vue, mais qui n'ont pas ces valeurs affirmées et ces engagements. Mais je pense qu'Isabelle doit sentir ça très fort dans les entretiens, je sais pas... Ah oui, moi je l'ai dans les entretiens, et puis on l'a vu d'un point de vue quantitatif avec les signataires. Il y a eu plus de 30 000 signatures de jeunes étudiants en école de commerce, d'ingénieurs, qui n'envisageaient que de rejoindre des groupes avec des engagements environnementaux très forts. Donc il y a c'est une vraie lame de fond qui aujourd'hui est quantifiable, et c'est vrai que ça revient régulièrement dans les discussions que je peux avoir, soit en entretien sur les valeurs de l'entreprise, soit dans les discussions d'interprofession. Donc oui, c'est un vrai levier pour rendre une entreprise attractive. Et le fait, il y a une sorte de reséduction des grands... alors, j'ai des grands médias, il n'y a pas de petits médias. Hein. Ouais. En tout cas, des médias d'information et de divertissement et de loisirs. En tout cas, ceux qui sont portés par le média presse plus digital. C'est pour ça qu'on appelle ça les publishers. Je pense que le fait que ces médias portent des opinions, défendent la démocratie,
parle des minorités, parle du développement durable, comme l'exprimait très bien Marine. Je pense que ça contribue pour nous à séduire des populations qui auparavant, peut-être pré-Covid, avaient moins cette importance, en tout cas peut-être moins cette perception qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et je trouve que ça, c'est très important. Je trouve qu'il y a une grande fierté d'appartenance au groupe que nous représentons et aussi au contenu journalistique, à l'information vérifiée. Je trouve que tout ça, ça a une concrétisation des actes dans la preuve. Et ça, je pense que c'est fondamental pour toutes les... Pas que pour les jeunes, d'ailleurs. Et pas que pour les jeunes, c'est ça qui est bien. Absolument. Alors, il y a un élément aussi qui est fondamental, c'est, je dirais, l'accompagnement ou la bienveillance qu'on a vis-à-vis des équipes, notamment en termes d'accompagnement, de formation. Alors là-dessus, Marine, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, en termes d'accompagnement des collaborateurs et des talents, quelques clés, on va dire, de fonctionnement au sein de Prisma? Effectivement, alors à Prisma Media, en 2020, notre principal enjeu finalement, ça a été de maintenir le même niveau d'exigence et d'excellence des contenus qu'on proposait auparavant, mais de pouvoir les adapter à un format 100% télétravail, à un format où on a nombreux nouveaux enjeux à travailler en même temps. Et puis une notion de mobilité vraiment fortement accentuée. Donc effectivement, on continue toujours, pour nous, notre premier axe, c'est de pouvoir acculturer un maximum de nos collaborateurs dans nos grands enjeux stratégiques. Et dans cela, notamment, la transformation numérique et les nouveaux enjeux de l'analyse de données, du machine learning et du cloud. Et donc, depuis 2 ans, on lance tous les ans, donc dernièrement en novembre sur la 2e promotion, une formation Udacity, donc qui est une plateforme de formation américaine reconnue et qui propose des formations pour certaines accessibles à des expérimentés, mais aussi et surtout, et c'est ça qui est intéressant pour des débutants, de pouvoir par exemple mieux comprendre qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, sur quel business case je vais pouvoir appliquer l'intelligence artificielle, que je sois en régie pub, que je sois en équipe produit numérique, que je sois en marketing, que je sois en RH moi-même. À quel moment je peux me dire que là, on a un use case et du coup, de pouvoir parler, interagir, on revient sur la notion de réseau, plus efficacement avec les équipes techniques. Donc ça, c'est la première chose. Comment est-ce qu'on onboard tout le monde sur nos enjeux? L'IA en fait partie, les nouveaux formats également, l'innovation et la méthodologie de l'innovation. Le deuxième axe, c'est de pouvoir aussi s'appuyer sur nos équipes et développer au maximum les formations entre pairs. Aujourd'hui, on est 1200 chez Prisma Media. Arrivé récemment ou non, on a tous développé une expertise qui fait notre différence et qu'on peut partager. On a développé ça de manière assez systémique depuis 3 ans, notamment sur la partie technique, parce que, et le Covid l'a confirmé, les compétences numériques sont clés pour permettre à tout le monde de rester dans le train et de rester dans l'allure et la performance et l'objectif qu'on se fixe. Donc, d'avoir des collaborateurs internes qui vont nous permettre d'être plus efficaces sur Google Data Studio, de pouvoir être beaucoup plus efficaces sur tout simplement et au quotidien dans ses mails. Et on lance justement cette année, pour aller plus loin, une certification qu'on appelait la Digital Academy pour vraiment aller encore plus loin dans la labellisation de nos compétences numériques et proposer à tous. Et puis le dernier axe, je dirais, c'est d'avoir des contenus un peu différenciants, notamment pour nos acteurs clés, nos moteurs de la transformation au quotidien, de pouvoir proposer des contenus vidéo, de pouvoir proposer des contenus d'excellence qui sont proposés aujourd'hui à tous, mais qui sont difficiles à identifier finalement. Donc, on a créé tout un référentiel et on a fait ce travail avec mes collègues d'aller chercher sur edX, sur MyMOOC, sur Udacity également, d'aller chercher sur Coursera, tous ces formats qui sont vraiment d'excellence et qui peuvent nous permettre de continuer à apprendre au quotidien, que ce soit sur des savoir-faire, sur des savoir-être ou juste sur des soft skills. Et là, je crois, Isabelle, que vous avez justement une reco en la matière.
Bah oui, merci Marine du coup pour cette transition. Moi j'ai 4 recommandations à faire pour aujourd'hui les gens qui sont en poste ou les gens qui sont entre deux postes. La première, c'est effectivement de capitaliser sur les soft skills, sur ces fameux savoir-être, parce que ce sont des compétences qui sont pérennes, qu'on peut acquérir et améliorer tout au long de sa vie professionnelle, à la différence des compétences techniques qui malheureusement deviennent assez vite obsolètes. Et quand je dis savoir-être, je parle d'agilité, je parle de capacité à travailler en équipe, je parle de mobilité intellectuelle, de curiosité, d'adaptabilité. Et ça, c'est vraiment des compétences qui sont clés, particulièrement dans des contextes chahutés, mais pas que. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, être extrêmement mobile. Aujourd'hui, quand on a fait 15, 20 ans dans la même entreprise, quelque part, on diminue en partie son employabilité. Et c'est un peu compliqué. Donc moi, j'incite tout le monde quand même à regarder un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, à réinterroger régulièrement sa relation à son poste, à sa boîte, non pas pour créer de la mobilité à tout va, c'est absolument pas le message, mais en tout cas régulièrement se dire qu'est-ce qui me rendra plus employable et réfléchir au coup d'après, qu'il soit en interne ou en externe. Troisième conseil, il faut être hyper réactif pour ceux qui sont en recherche d'emploi en ce moment. Pourquoi ? Parce que là où avant on avait une visibilité, nous recruteurs, à peut-être 3-6 mois, et où les entreprises et les dirigeants faisaient des plans de recrutement à 1 an, je ne sais pas comment c'est au Média Figaro en ce moment. Exactement ce que vous décrivez. Je pense que c'est plus ça. Moi j'ai une visibilité à 3 semaines en ce moment, parfois 4, 5, 6. Ça va pas tellement plus loin que ça. Donc du coup, pour ceux qui sont en recherche, il faut être ultra réactif parce qu'il y a des vraies opportunités, mais il faut les saisir au moment où elles se présentent. Et après, le dernier conseil, ça rebondit un peu, Marine, ce que vous avez dit sur la formation et les plateformes que vous avez citées. Il faut toujours continuer à se former, toujours continuer à apprendre en permanence. C'est de la responsabilité de chacun, c'est pas que de la responsabilité de l'employeur. Et moi, il y a un cours que je cite, qui est un cours de la plateforme Open Classrooms, qui s'appelle Apprendre à apprendre. Et je trouve qu'il est vraiment... C'est une très bonne marche déjà à franchir pour se remettre dans cette dynamique de « je me forme en permanence » pour être le plus employable possible. Moi, je voudrais bien rebondir sur ce que dit Isabelle, qui est extrêmement juste, et je partage absolument tous ces points. Et pour rebondir sur le dernier point que vous évoquez, je crois que la curiosité, ça se cultive. Donc nous, on a une nouvelle plateforme de marque, Cultiver l'intérêt. Donc on a expliqué aux collaborateurs, au sortir du premier confinement, que cultiver l'intérêt, c'était la promesse aussi d'être curieux. Parce que pour arriver à apprendre quelque chose à quelqu'un, encore faut-il d'abord le savoir. Et donc, on a créé une sorte de logique de rendez-vous. Donc en fait, on a ce qu'on appelle les mardis Média Figaro, où tous les mardis, alors c'est exactement ce que décrivait Marine, c'est à la fois entre pairs et pas que. Donc tous les mardis, il y a un moment qui aurait pu être d'ailleurs le Média Figaro Café, si on s'était rencontrés, qui est 1 heure consacrée à apprendre quelque chose. Donc ça peut être apprendre quelque chose de très technologique, apprendre quelque chose qui est un fait marquant de l'actualité, la CNIL, RGPD, les cookies, l'ère cookie-less, c'est quand même des sujets assez compliqués, mais qu'il faut qu'on apprenne, voilà. Mais ça peut être aussi un best case, parce que la valeur par l'exemplarité, c'est aussi quelque chose qui marche très bien. Je crois que souvent, on a un peu de crainte à apprendre, parce qu'on a surtout de la crainte à oser, parce que apprendre, c'est aussi se tromper. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on apprenne aux collaborateurs à pouvoir se tromper. Et pour ça, il faut les entraîner. Et quelquefois, c'est comme quand on a tous commencé par faire du vélo. Au début, on tombe, on n'a pas trop envie de remonter. Et vous avez quelqu'un qui vous dit « Non, mais vas-y, tu vas y arriver ». Je crois que c'est un peu ça aussi, ce qu'on vit en ce moment. Et ça, c'est en plus extrêmement intéressant à faire. Sur la formation, alors moi, je suis preneuse de tous les conseils et toutes les expériences, que ce soit de Marine ou d'Isabelle. Le sujet aussi, c'est le team building. Parce que si on forme les gens en individualité, il y a un moment où il faut aussi qu'on les rassemble. Et c'est vrai qu'on est très malheureux parce que nous, on adore faire des séminaires, des workshops. Et là, on est assez contraints parce qu'on ne peut pas beaucoup se renseigner. Et là, on va expérimenter donc, tout un plan de team building en grande partie digitale. Alors avec une partie qui est un travail personnel à faire, déjà se connaître soi-même, ça aide, et en même temps un travail collaboratif, façon team building digital. Alors je ne sais pas ce que ça donne, je reste encore, je suis sûre que ça ne fera pas tout, mais ça va faire sûrement pas mal de choses. Donc je suis évidemment preneuse de toutes les bonnes expériences. C'est de l'innovation encore. Et toutes les bonnes idées, toujours, il faut, important. Vous expérimentez, c'est super. Oui. En fait, je pense que ça peut être le mot de la fin, parce que innovation et réinvention, c'est quelque part ce qui caractérise, je dirais, l'univers finalement de la presse, parce que on l'a dit, c'est un des médias les plus anciens au monde, et c'est probablement celui qui
apporte le plus d'innovation, le plus de résilience, le plus de transformation dans, je dirais, son modèle économique, sa manière d'exister, sa manière notamment d'engager les talents. Donc c'est évidemment assez excitant et j'espère que vous l'avez tous senti dans les prises de parole ici. Et 2, assez réjouissant aussi pour l'avenir et pour le futur de la presse parce qu'il y a encore de quoi s'éclater et de se réinventer. Merci à tous.